Madame Fondeur, vous vouliez la parole également. Oui, merci Madame le maire, chers collègues, merci pour cette présentation Madame Coville. Donc la répétition étant la base de la pédagogie, je vais certainement répéter pas mal de choses que dit Madame Hermeneux. J'avais une question tout d'abord avant de commencer. Combien avons-nous réduit nos émissions entre 2021 et 2022 ? Nos émissions de Gaz à effet de serre, consommation électrique, ça m'est égal. ça vous est égal. Non, mais donnez-moi. Enfin, vous dites que vous suivez, donc vous devez avoir cette information, je suppose. Je crois que je l'ai dit dans ma présentation. Combien entre 2021 et Attendez, si vous voulez des chiffres, moi je vous en donne. Oui, sur oui, le gaz, je vais vous les donner. par exemple. globalement sur la ville, pour voir comment on se situe sur la trajectoire de moins 5% par an? En 2015, sur la consommation de gaz, nous étions à 2 044. 2015, d'accord. En 2021, on est sur 1 64. Ok. Voilà, par exemple. C'est bien, c'est pas bien? Et entre 2021 et 2022, est-ce que ça continue? J'ai pas 2022 là, pardon. D'accord. Et entre 2020 et 2021 Oui, mais alors là, c'est très bien parce qu'il y avait le Covid. Oui, d'accord. Bon. Voilà. Mais on étudie. Je pense que c'est important d'avoir un pilotage suivi. Je veux bien qu'on nous dise qu'on fasse pas bien les choses. Si vous voulez, je vous dis pas le réseau de froid. On ne dit pas qu'on vous faites pas bien les choses. Je vous ai posé une question. C'est vous qui dites que vous ne faites pas bien les choses. Est-ce que je peux vous donner un deuxième chiffre, Madame Fondeur? Le réseau de froid, qui est le réseau de froid, notre réseau de froid cristallier, qui permet de climatiser de manière plus écologique nos bâtiments. D'accord. Oui, bien sûr. Donc là, en 2018, on avait une consommation de 49 mégawattheures, qui n'était pas énorme. On avait moins de bâtiments reliés. Aujourd'hui, grâce aux investissements qu'on a fait pour relier davantage de bâtiments à ce réseau de froid, en 2021, on est à 513 mégawattheures. On est passé de 49 à 513. D'accord. Et ça vient climatiser des bâtiments qui l'étaient pas? Exactement, tout à fait. Oui, tout à fait. Okay. Ah oui, c'est pas qu'on surventile nos bâtiments déjà reliés. Vous auriez pu avoir des climatiseurs portatifs qui soient remplacés par... Ça a remplacé notamment toutes les clims de Marcel Cerdan, nous dit Madame Deschiens. D'accord. Voilà. Ou sur l'eau, si vous voulez une consommation d'eau au mètre carré, en mètre cube, pardonnez-moi. 2018, 147 216 mètres cubes. 2021, 109 679 mètres cubes. Donc en fait, tout ça, c'est suivi par nos services, on les a. On regarde si la tendance est à la baisse, si la tendance est à la hausse, ce qu'il faut corriger. Mais de fait, la tendance est bonne. Et le mouvement est bon. Donc moi, je veux bien vous faire un rapport développement durable où tous les ans, on vous met ça. Ce ne sera pas très rigolo. Mais à ce moment-là, partagez cette information. Vous avez le sentiment de lire mais la même chose. Pourquoi c'est pas plus partagé? Je veux dire, plutôt que d'avoir un catalogue de... Dès que vous nous demandez une information, on vous la donne. Pas nous. C'est les Levalloisiens aussi que ça intéresse. Enfin, c'est pas que nous. Enfin, excusez-moi, c'est pas que nous. Madame Fondeur, je vous rassure tout de suite, quand les Levalloisiens nous posent des questions, on leur répond tout de suite. Hein. Et toutes les informations qu'ils nous demandent, ils les ont. Mais si vous voulez, quand je vous donne le bilan entre 2017 et 2020, les chiffres de CO2 qui passent de 11 000 et quelques à 8 000 et quelques, vous me répondez, ah bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a le Covid. Non, c'est entre 2017 et 2020, il n'y a pas eu 3 ans de Covid, donc on en tient compte. Non, mais les consommations, c'est chaque année, c'est pas, voilà. Bon, écoutez, je vais enchaîner, je vais vous dérouler mon introduction. Oui, ça, voilà, je voulais quand même commencer par saluer les actions engagées. Donc, notamment, il y en a beaucoup, la pose d'arceaux supplémentaires, la cantine sans plastique, l'extension des réseaux de chauffage, de froid urbain et les mesures de sobriété prises en septembre. Donc je salue toutes ces initiatives. J'ai même trouvé le mot feuille de route qui m'est cher dans le rapport de cette année. Après, j'ai fait un exercice qui est un peu différent. J'ai fait une recherche par mots-clés dans le rapport développement durable. Donc je vous livre le résultat de mes requêtes. Donc le mot sensibilisation apparaît 47 fois. Donc ça reste très utile et donc il faut continuer, mais il faut agir également. Donc voilà. Le mot déchet ensuite arrive 37 fois. Important aussi, et je suis la première à en convenir. Donc ces deux compétences sont le plus souvent regroupées dans une même entité. Ça pourrait être le cas aussi dans notre ville, donc peut-être pour avoir plus d'efficacité en la matière. Il y a donc après le mot réduction qui apparaît 17 fois, mais c'est surtout accolé aux déchets, pas toujours à la réduction des gaz à effet de serre. Le dérèglement climatique aussi fait son apparition cette année, 4 fois.
Par contre, urgence climatique, on est toujours à 0. Donc la canicule est mentionnée une fois. Pourtant, il a fait chaud, soif cet été. Je pense que tout le monde l'a remarqué, on en a tous souffert. La feuille de route, donc une fois, tout comme le terme vision. Donc après, objectif, c'est cité quelques fois, mais jamais explicité. Indicateur, il n'y en a pas, dans le rapport développement durable. Et le mot adaptation. Alors, voilà, moi c'est un sujet qui me tient à cœur, surtout quand on sait qu'aujourd'hui on n'arrivera pas à tenir l'accord de Paris qui prévoit de rester sous les 1,5 degrés d'augmentation des températures. Et je répète que l'été 2022, donc, a été vraiment horrible pour nous, risque d'être considéré comme tempéré dans le futur. Donc, par rapport à ce qu'on risque de connaître. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui a besoin d'être mis en place. Donc moi, j'ai cherché s'il y avait un plan d'adaptation au niveau de la ville. Qu'est-ce qui est fait pour... Aujourd'hui, on n'arrivera pas forcément à réduire. Donc qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour rendre la vie supportable? On a une ville qui est très minérale. On n'a pas beaucoup de végétalisation. On a les sols qui ne récupèrent pas l'eau des eaux de pluie. Donc il y a quand même un gros souci à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va avoir du mal dans les années qui viennent. Donc après, j'ai poussé l'exercice un peu plus loin. Voilà, j'ai mis les mots du rapport dans un logiciel qui fait des statistiques. Donc là, c'est pas moi qui parle. Donc sur les termes les plus employés, et ce qui sort, c'est Levallois est une ville durable. Et c'est bien l'impression qui se dégage du rapport. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et on a parfois, quand on lit le rapport, on a l'impression que ça va s'arrêter là. Donc c'est un peu dommage de ne pas donner cette vision prospective pour ce qui va se passer dans le futur. Donc conclusion, si ce rapport effectivement s'étoffe d'année en année, à mon sens, à notre sens, il n'est toujours pas à la hauteur de ce que les Levalloisiens sont en droit d'attendre de leur municipalité en 2022 pour les protéger contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas d'appréhension des enjeux globaux. On ne voit pas la vision, on ne voit pas les objectifs. Alors, vous m'avez dit que ce n'était pas l'objet, ce n'est pas l'endroit où on le trouve. Ok, mais où est-ce qu'on l'a? Pas d'indicateur et pas de plan d'action quantifié. Dans ces conditions, on comprend assez bien qu'il est difficile de mettre sur pied un budget climatique. En effet, pour construire un tel budget, il faut, donc comme on l'a dit, se fixer des objectifs pour respecter les accords de Paris et devenir une ville à émissions quasi nulles d'ici 2050, calculer une cible réaliste de réduction des émissions pour les exercices budgétaires à venir. Donc ça, on a dit que ça se faisait en 2023, donc on l'attend avec beaucoup d'impatience. Réduire à tous les niveaux et en concertation, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire les choses à notre niveau, tout seul dans notre coin, il faut que ce soit fait en concertation. Et donc la demande de Madame Coville, pourquoi pas, nationale, régionale, locale, développer ensuite et suivre un tableau de bord climatique avec des indicateurs qui seront régulièrement actualisés et faire de la pédagogie auprès des habitants. On est d'accord. À l'instar effectivement de ce qui se fait dans d'autres villes, donc Paris, ici les Moulineaux, donc ville de même strate et de même orientation politique, Levallois pourrait construire sa feuille de route et son budget autour des thèmes suivants: la végétalisation, les mobilités, les bâtiments, l'énergie, les déchets. Donc ça permettrait de structurer. Et je peux également vous donner plus d'éléments, mais je ne vais pas développer ici. Et se doter d'un plan d'adaptation permettant à minima de se protéger des canicules, de prévenir la raréfaction de la ressource en eau, anticiper et gérer les risques liés aux inondations, en se posant à chaque fois les questions quoi, quand, comment, à quel coût et pour quel bénéfice environnemental. Et surtout, il est essentiel de travailler à un niveau plus macro, POLD, département, région, et pourquoi pas national si nécessaire. Vous nous avez vanté l'avantage de siéger dans toutes ces instances régionales, départementales, POLD. Maintenant, je pense que c'est intéressant que nous ayons des résultats à la hauteur de cet engagement. Nous vous avons fait des propositions concrètes, notamment sur un projet pilote de cours végétalisés dans l'école élémentaire Jules Ferry. Vous avez trouvé ça risible l'an dernier. Depuis, on a eu très chaud cet été et on ne compte plus le nombre de villes qui, elles, ont déjà végétalisé leurs cours d'école. Je n'ai pas vu de projet dans ce sens à Levallois. Vous auriez pu changer d'avis. Je veux dire, il n'y a pas de mal à changer d'avis. Et avec le budget dédié au bassin qui est en train d'être construit au parc de la Planchette, qui est le parc de la Planchette, qui est quand même
le lieu le plus frais de Levallois, on aurait pu faire 5 cours végétalisés. Cela traduit, à mon sens, à notre sens, une absence de volonté à traiter ce sujet prioritaire. Nous continuerons à proposer et invitons tous les Levalloisiens que ça intéresse à venir nous rencontrer ce mercredi 23 novembre à partir de 19h30 dans les salons Anatole France pour échanger sur ces sujets. Je vous remercie. Mise à disposition gracieusement par la ville de Levallois. Et nous vous Comme remercions. faisons à chaque fois pour toutes les demandes de l'opposition. Ah oui, allumez pas trop la lumière. Hein. C'est pas gracieusement, on a le droit au même. Enfin, c'est pas vos salons. Comme nous le faisons avec toutes les associations et tous les partis politiques. Merci. Bien sûr. Bien sûr. Mais d'autres villes ne le font pas. C'est-à-dire que quand vous citez de ce que font d'autres villes, sachez que d'autres villes sont moins magnanimes et moins généreuses en la matière. Voilà, c'est tout. Alors, Monsieur Messatfa avait également une demande d'intervention. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Je vais être très succinct, mais quand on parle d'environnement, quand on parle de développement durable, c'est pas un exercice soit imposé par la loi, soit un exercice pour faire joli. Quand on parle de canicule, ce ne sont pas que des 20 mots. C'est qu'on est dans des situations où, dans notre ville, la canicule, les personnes âgées, les plus jeunes, la vivent dans leur chair, et c'est assez délicat. Et ce qu'on est en train d'essayer de vous dire, c'est que les propositions qui sont présentées ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et quand vous confirmez que vous avez considéré que les cours végétalisés dans les écoles étaient risibles, ici les Moulineaux en ont, par exemple. Donc peut-être qu'il serait de bonne loi de s'interroger et de regarder un peu ce qui se fait autour. Si vous ne voulez pas nous écouter, ce que je peux entendre, mais au moins essayer de voir ce que font dans la pratique d'autres exécutifs. Ça, c'était pour mon point 1. Il y a un chiffre. Ah, juste, je peux vous demander une petite question. Quelle est la grande différence entre Levallois et ici les Moulineaux, Monsieur Messatfa? Il y en a plusieurs, mais celle dont vous parlez, vous allez me le dire. La superficie. Oui, non, mais je l'entends, la superficie. Mais justement, on est Une cour d'école, c'est pas extensible à l'infini. C'est-à-dire que si on prend pour faire de la végétation, on réduit l'espace béton, mais il y a des endroits où sur lequel les enfants peuvent jouer. Écoutez, on n'en retire pas d'espace où les enfants veulent jouer. Si vous souhaitez, si vous mettez de la végétation, de la vraie végétation qui lutte contre les îlots de chaleur sur un endroit où les enfants peuvent courir et jouer, au bout de 2 minutes, il n'y a plus un brin d'herbe. Alors, si vous mettez des copeaux de bois... Vous savez, Madame le maire, il n'y a pas que des copeaux de bois dans le projet. Si vous voulez qu'on reparte à zéro sur ce thème et que vous êtes prêt à changer d'avis, on peut reprendre un rendez-vous et discuter sur ce qui est possible. On peut. Alors, j'entends la volonté de bosser là-dessus, donc on pourra travailler dessus. Continuons un peu sur les écoles. Un chiffre m'a interpellé. On relève les déchets alimentaires dans 5 écoles, comme la loi nous y oblige. Et on a donc 5 tonnes par mois relevées, si j'ai bien lu le rapport, qui sont récupérées dans les écoles. J'ai une vraie question qui se pose, parce que le gaspillage alimentaire, à la fois, c'est un problème de quantité, mais aussi un problème de ce que les enfants mangent. On a eu des désaccords sur la cantine locale, partir sur une DSP, mais il y avait un dispositif qui avait été lancé juste avant le Covid, je crois. C'était sous la houlette de Patrick Balkany, que je vois dans l'hémicycle, dans les tribunes, et Isabelle Balkany est partie. Écoutez, donc j'espère que vous pourrez peut-être reprendre cette comment on appelle ça, cette initiative que vous aviez lancée, qui était un travail sur le gaspillage. C'était quand les enfants arrivaient à l'école, c'était à Jean de La Fontaine, les enfants arrivaient, soit avaient le droit à double portion, soit avaient le droit à une portion simple, et ceux qui avaient pris une portion simple pouvaient ensuite revenir pour redemander un peu de rap pour récupérer à Jean de La Fontaine. Oui, non, mais c'est ça. Et petite faim, grande faim, qui avait normalement porté ses fruits. Le Covid est passé par là. Comment ? Quand on va une petite faim et plutôt qu'une grande faim, on peut admettre aussi qu'il y a des enfants qui veulent moins manger que d'autres. Non, on peut leur laisser le choix. Et après analyser. Ça veut dire que si vous avez ça, pardon, excusez-moi. Non, c'est moi qui donne la parole. Qui ont une petite faim. Non, arrêtez d'appuyer sur vos micros. J'ai pas touché, Madame le maire. Allez-y. Si vous avez 50 enfants qui ont une assiette petite faim, donc vous aurez la moitié d'une part.
Donc vous aurez bien de jeter la moitié de l'autre part. Donc c'était pour s'adapter. À partir du moment, sur le temps moyen... Monsieur juste pour... Je voudrais finir. Pour le gâchis, je ne sais pas si vous êtes au courant, avec nos équipes, nous avons fait un système de réservation maintenant depuis le début de l'année, qui nous permet de quantifier au plus juste le nombre de repas, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, on le sait. On est bien d'accord. Donc maintenant, on a quantifié au plus juste le nombre de repas. Mieux, les enfants mangent selon plusieurs types de menus, avec viande, sans porc, sans viande, sans porc, menu normal. Donc, les plats s'adaptent à vraiment tous les goûts des enfants. Donc je vous rassure, non seulement il n'y a plus de gâchis, parce qu'en plus, force est de constater qu'ils mangent maintenant même des épinards, et qu'on a justement fait le choix du bon, du bio avec notre nouveau prestataire, et que les enfants mangent, et qu'en plus de ça, on a une réservation grâce aux parents qui ont bien voulu souscrire à cette adhésion-là. On réserve les menus à l'avance. Donc il n'y a pas de gâchis. Il y a moins de gâchis. Je veille à ce que non, mais par rapport à Madame Bourdet-Mathis. Vous comparez par rapport à une situation entière soi-disant formidable, ou alors on ne savait pas le nombre de repas, on ne jetait. Alors c'était petite faim, grande faim, mais où est-ce que vous voyez que petite faim, grande faim, il n'y a pas de gâchis? Oui. Ah mais effectivement, l'intervention de Laurence est pertinente. Avec un dispositif petite faim, grande faim, si tous les enfants se présentent en disant « moi j'ai une petite faim », qu'est-ce que vous faites du reste? Parce que tout est prévu, j'imagine, pour que toutes les grandes faims puissent être satisfaites. Donc si tous les enfants, si vous commandez 100, que les enfants vous dites « moi j'ai petite faim, donc je prends 50 », les 50 restants, vous en faites quoi? Non, mais on a un objectif commun, c'était pas une attaque, c'était juste un objectif commun, faire diminuer le gaspillage et que les enfants mangent bien à la cantine. Oui, pardonnez-moi, là j'ai pas dit que les choses étaient mieux avant, j'ai dit qu'il y avait une initiative qui a été bloquée par le Covid et que quand je vois encore qu'on est à 5 tonnes, c'est pas l'année dernière que vous êtes arrivé, on s'occupe des écoles, ça fait maintenant 2 ans et demi bientôt. Donc là, le rapport développement... Oui, mais le rapport développement durable met quand même quelque chose c'est qu'on a encore 5 tonnes de déchets. C'était pas plus, moins la question qui se pose, c'est est-ce qu'une initiative qui a été lancée avant Covid est-ce qu'elle ne vaut pas pas une généralisation, mais un test ou au moins une analyse de ce qui s'est passé? Non. Ben si, mais je vais aller sur la suite. À un moment donné, quand on a les petites enfants, sur le moyen terme, on se rend compte de la réalité de ce que mangent les enfants. Donc, ok, pendant 10, 15, 20 jours, on a une adaptation à avoir, mais à un moment donné, quand on sent qu'on a plusieurs petites faims et pas beaucoup de grandes faims, on adapte encore mieux les menus. Là, vous nous dites, il y a ceux qui mangent à la cantine, ceux qui mangent pas à la cantine. Ça, c'est la réservation que vous avez mis en place. Mais maintenant... Pascal Fondeur, ouais, c'est bon, merci. Non, mais donc c'est bien, on a une première analyse, mais la deuxième, pour être un peu plus fine, est-ce qu'on pourrait pas dire, voilà, on expérimente les petites faims et les grandes faims, et comme ça, on est encore plus à affiner pour savoir ce que veulent manger les enfants. C'est juste ça que je propose. C'est pas le choix qu'on a fait avec les RPE. On a fait un choix de travailler ardemment sur tous les types de menus de façon à ce que les enfants mangent. C'est-à-dire qu'avant le gâchis, Monsieur Messatfa, moi, ce qui m'importe, c'est que certains enfants ne mangent pas le soir. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'importe, c'est une finalité qui n'est pas de gâchis. Pour moi, c'est que tous les enfants mangent et mangent à leur faim. Mais c'est aussi ce que je... Donc, effectivement, en bout de course, on doit ne plus avoir de gâchis, mais parce que les enfants ont aimé. Et on essaye avec les représentants des parents d'élèves à toutes les commissions de menus. Et je peux vous assurer que c'est un travail fastidieux, et pour eux, et pour nous, et pour mes équipes. Et je peux vous assurer qu'on arrive maintenant à avoir des menus qui plaisent aux enfants. Alors, effectivement, il peut y avoir à la marge du gâchis, mais c'est des repas qui ont été commandés par les parents déjà, et on n'a déjà pas, si vous voulez, cette espèce d'écueil qu'on avait avec le télétravail, c'est-à-dire qu'il y avait des fois, on avait 750 repas d'écart. Déjà, ceux-là, on ne l'a plus parce qu'on a ce système de réservation. On regardera les évaluations, on est parti de 5 tonnes. On va continuer. Juste, je termine. Si vous voulez, vous voyez tous les deux. Non, mais s'il vous plaît, Madame le maire, juste... Un point. Nous aussi, notre objectif, c'est que les enfants mangent bien. Et une dernière question, c'est qu'est-ce que vous faites quand le prestataire, quand il présente une assiette témoin et la réalité des assiettes n'est pas la même? Est-ce que vous avez des possibilités de sanctions ou non? Parce qu'on en a eu. Oui, on a des pénalités financières. Elles n'étaient jamais appliquées auparavant.
Jamais. C'est une question, hein, Et pas besoin de s'énerver, c'est vraiment désormais. une question. Que ce soit pour nos menus seniors, repas seniors, là aussi, aucune pénalité n'avait jamais été appliquée. Le prestataire faisait ce qu'il voulait, il savait qu'il n'y avait aucune pénalité financière. Aucune pénalité financière, et je parle sous couvert de l'adjointe qui était là avant en charge de ça. Aucune pénalité financière n'était appliquée aux prestataires. Aujourd'hui, c'est le cas, que ce soit pour les seniors ou pour les écoles. Et donc, si on en a et on voit, on vous les remonte. Si on voit des grandes différences, on vous les remonte systématiquement, et comme ça, vous pourrez les avoir. Encore une fois, que ce soit pour les seniors. Je vais être ou dans très les honnête. écoles. Lors de la dernière commission des menus, il a été acté qu'effectivement, ça se passait nettement mieux en termes de goût, que les enfants appréciaient, que les enfants mangeaient. En revanche, on a effectivement constaté des problèmes de quantité. J'ai précisé à notre prestataire que je ne tolérerai plus aucun écart. À partir du moment où tous les parents réservent et choisissent le menu, je pense que chaque enfant dont les parents ont réservé correctement le menu doit avoir strictement la quantité demandée par la ville. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Allez, merci Madame Bourdet-Matisse. Peut-être juste sur conclure, peut-être expérience de quelqu'un qui a 2 enfants, Laurence, tu en as 3. Petite faim, grande faim. En général, quand c'est courgette, c'est petite faim. Quand c'est frites, steak, c'est grande faim. Ouais, ça c'est très classique. C'est très facile à anticiper et il n'y a pas besoin de faire de test. Madame Courade, vous vouliez la parole ? Je vais être très rapide. C'est simplement que je voulais pas vous laisser finir sur les propos de Maroussi en disant qu'on remettait en cause le travail des services. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on remercie les services. Ça, pardon, parce que... c'est ce que vous avez dit. Mais en tout cas, on je m'en remercie les excuse. services. Et par contre, on souligne effectivement un manque d'orientation et d'ambition quantifiée politique. Ça, c'est très clair. Juste pour finir sur une petite touche d'humour quand même sur ce rapport, il n'y a rien sur le bassin écologique. Par contre, vous avez réussi à évoquer l'arrêté anti-regroupement qui a été adopté. Donc j'avoue que, voilà, en termes d'objectivité et de performance du rapport, on peut quand même avoir quelques doutes. Merci. Okay. Alors, ce que je retiens de ce débat quand même, c'est que vous avez commencé, Madame Hermeneux, je crois, en disant qu'on était très doués en com'. Je pense qu'on l'est peut-être pas assez, malgré toute la qualité de nos collaborateurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Alors peut-être qu'on les met pas assez en valeur, ou pas comme il faudrait. Et j'espère que l'année prochaine, on arrivera à vous convaincre qu'on fait quand même beaucoup de choses en matière de développement durable. Vous l'avez souligné un petit peu, et je vous remercie de l'avoir fait. Mais il y a peut-être effectivement certaines choses qu'on met pas assez en avant, ou qu'on chiffre pas assez. Donc il faudra peut-être davantage chiffrer, avec des beaux tableaux Excel et des beaux trucs un peu, voilà. Mais vous avez peut-être raison sur ce point. Et c'est pas c'est-à-dire qu'on ne le fait peut-être pas assez aujourd'hui, et on le fera dans nos prochains rapports. C'est très rapide, Madame Hermeneux, alors si je vous donne la parole. Oui, c'est une phrase. En fait, ce qu'on attend, c'est que vous disiez voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qui est, et ensuite voilà ce qui a été fait. C'est tout. C'est pour qu'on comprenne pourquoi les décisions sont prises et quels sont leurs résultats. Rien de plus. Merci. Madame Coville, c'est votre rapport, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je voudrais simplement dire que ce que vous dites me navre un peu parce que ça me prouve juste simplement que vous ne lisez pas bien ce rapport développement durable. Mais madame. Parce que tous les objectifs, voilà, tous les objectifs. Alors personne n'est navré. Tous les objectifs sont clairement identifiés. Donc voilà, on peut faire une lecture si vous voulez à une autre occasion. Merci. Bon. Allez. Donc nous prenons acte de ce rapport.